Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 1er novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Vous savez, des fois, quand on fait ce métier-là, on essaie de prévoir des choses d'avance. Tu sais, moi, ça commence des fois le jeudi ou le vendredi, là, en compagnie des collègues avec qui j'ai la chance de travailler pour la préparation de cette émission-là. On se dit, OK, lundi, qui on aimerait avoir en entrevue? On se discute un petit peu, on échange des courriels, des messages textes. Et là, moi, je dis, ben, je pense que je vais parler à Maverick Bourque des Cataractes de Shawinigan. Il y a quand même un bon début de saison et tout ça. Alors, jeudi soir, quand je suis allé à Québec, j'ai parlé à Maverick Bourque. On apprend aujourd'hui, malheureusement, qu'il va être sur la liste des blessés, peut-être pour une longue période. L'entrevue qui tournait autour du fait qu'il visait un poste avec Équipe Canada Junior. Visiblement, cette blessure-là là, pourrait lui faire rater. En tout cas, c'est tôt un peu, mais le collègue Steve Turcotte du Nouvelliste parlait ce matin d'une absence possible de 2 mois. Lui qui s'est blessé à l'épaule en fin de semaine. Alors, 2 mois, ça nous amène en plein dans le tournoi du temps des fêtes. Donc, c'est difficile. Alors, j'ai dit, bon, ben, l'entrevue qu'on a fait à Maverick Bourque, on va mettre ça de côté. J'ai aussi hier réalisé avec les collègues, on avait fait une rencontre Zoom avec Michael Pezzetta du Rocket de Laval. Parce que, bon, Pezzetta connaît un bon début de saison, parce qu'il avait une chance de peut-être être rappelé. Nouvelle ce matin, il est rappelé par le Canadien. Mais on va quand même celle-là vous la présenter, l'entrevue, parce qu'on va parler du bonheur, on va parler de son début de saison. Et vous allez voir que dans l'entrevue, à la fin, je lui parle de la possibilité d'être rappelé pour le Canadien. Il disait, ben moi, je suis prêt si jamais on a besoin de moi. L'entrevue, on l'a fait là, dimanche en après-midi. Alors, c'est vous dire, des fois, l'actualité fait en sorte que on, euh, on est un peu chamboulé dans nos prévisions. On va aussi s'entretenir avec le défenseur Miguel Tourigny de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui a réalisé un tour du chapeau en fin de semaine et lui aussi vise un poste avec Équipe Canada Junior cette année. Et il a eu la chance de jouer pour la première fois 2 matchs vendredi et samedi contre son jeune frère Jordan des Cataractes de Shawinigan. Alors, on va parler de tout ça dans l'émission. On va faire le résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais je voulais quand même vous mettre en contexte un petit peu de ce qui s'était passé dans la préparation de notre balado-diffusion. Alors, ben, parlons-en du Rocket de la semaine dernière. 3 matchs pour le Rocket. D'abord, une victoire de 5-0 mercredi dernier à la Place Belle contre les Marlies de Toronto. Caden Primo qui a réalisé le 7e jeu blanc de sa carrière dans la Ligue américaine. Laurent Dauphin qui a poursuivi sur son bon début de saison. 2 buts lors de ce match-là. Et là, il y a eu ces 2 matchs-là contre Rochester vendredi et samedi. Vendredi, ça a été une défaite de 4-3, même si le Rocket a dominé là, avec 35 tirs au but. Le gardien Aaron Dell des Americans a été extrêmement solide. Les joueurs de Jean-François Houle ont manqué peut-être un peu d'opportunisme. Chose certaine, on est sorti de là avec un revers. Et samedi, à nouveau contre Rochester, ben là, on a joué à qui perd gagne. Il y a eu beaucoup de buts. Le Rocket avait pris les devants 4-3 en début de troisième, justement sur un but de Michael Pezzetta, qui poursuivait lui aussi son bon début de saison. Rochester est revenu à marquer 3 buts consécutifs pour reprendre les devants. Finalement, le Rocket a créé l'égalité. On est allé en prolongation et c'est Rochester qui est sorti avec le point boni. Donc, résultat des courses. 3 points sur une possibilité de 6 à domicile cette semaine. Et dans le match de samedi, il faut être honnête, Michael McNevin revenait devant le filet du Rocket pour la première fois là, depuis l'histoire qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière, où il disait qu'il n'était pas satisfait nécessairement de son utilisation et il y avait quelques reproches peut-être à l'organisation. Il n'a pas très bien paru. Moi, j'avais hâte de voir McNevin comment il se comporterait devant le filet à la suite de ces déclarations-là. Et là, ben, tu reviens dans un match. Je ne dis pas que la défaite lui est imputable à 100 loin de là, mais il n'a quand même pas connu un grand match. Tu sais, quand tu te mets un peu de pression sur les épaules en disant, ben moi, je pense que je mérite de jouer un petit peu plus souvent, quand tu reviens devant le filet, il me semble que c'est l'occasion d'en mettre plein la vue. Et ça n'a pas été le cas pour ce qui est de Michael McNevin en fin de semaine. Le Rocket a une plus petite semaine. On s'entraîne à la Place Belle tous les jours et on s'en va sur la route le week-end prochain à Utica et à Syracuse d'abord samedi et à Utica dimanche avec dans l'équipe un nouveau joueur, Cole Caulfield, qui a été cédé par le Canadien au cours des dernières heures. Donc, Caulfield qui va revenir avec le Rocket. Il avait joué 2 matchs dans la Ligue américaine l'an dernier.
Ça s'était drôlement bien passé pour lui. Honnêtement, il n'a pas marqué dans les 10 premiers matchs du Canadien, limité à une mention d'aide. Par contre, c'est un des joueurs du Canadien qui obtient le plus de tirs au but. Mais là, en ce moment, on sent que sa confiance est un peu peut-être ébranlée. 10 matchs sans marquer, Caulfield, ça n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière, si c'est déjà arrivé. Alors, question d'aller refaire sa confiance un peu. On va l'envoyer à Laval. C'est un jeune. On n'a pas besoin, évidemment, de le placer au ballottage ou quoi que ce soit. Alors, c'est une décision qui était peut-être facile à prendre. Est-ce qu'on aura la chance de le revoir à domicile dans l'autre semaine, puisque dans l'autre semaine, le Rocket va jouer 3 matchs à la maison. 3 matchs qui, évidemment, seront présentés à RDS contre Belleville, Bridgeport et Utica. On verra. Il va quand même avoir les 2 matchs en fin de semaine. Chose certaine, Caulfield a été cédé. Donc, ça résume un peu la semaine du Rocket. Somme toute, le Rocket, quand on regarde le classement, se retrouve 6e sur 7 dans sa section, mais a quand même un début de saison que moi je qualifierais de quand même assez positif depuis le début des activités dans la Ligue américaine. 4 victoires, 3 défaites, une défaite en bris d'égalité, donc 9 points. On va suivre ça, évidemment, au cours des prochains jours. Peut-être les autres nouvelles dans la Ligue américaine avant de vous présenter cette entrevue avec Michael Pezzetta qu'on a réalisée hier. Peut-être souligner la première victoire de Joël Bouchard à la barre des Gulls de San Diego. Ça, c'est survenu vendredi soir. Les Gulls qui ont une fiche de 1 victoire, 4 défaites depuis le début de la saison. Leur meilleur marqueur, c'est Jacob Perreault, le fils de Yannick Perreault, un Québécois Québécois de souche, qui joue avec les Gulls. On aura sûrement l'occasion de lui parler, peut-être même dès la semaine prochaine. On va regarder de ce côté-là pour s'entretenir avec Jacob Perreault, qui n'a que 19 ans et qui bénéficie du privilège de certains Ontariens, certains joueurs de la Ligue de l'Ontario, de jouer dans la Ligue américaine à 19 ans cette année, compte tenu du fait qu'ils ont passé la majeure partie de la saison l'an dernier. Un petit mot sur Jacob Pelletier, notre Québécois, l'ancien des Wildcats et des Foreurs de Val-d'Or. 7 points en 5 matchs avec le Heat de Stockton. Ça va très bien pour lui. 2 recrues qui font vraiment bien aussi dans la Ligue américaine. On a vu Jack Quinn avec les Americans de Rochester en fin de semaine. Il a 10 points en 6 matchs. Il est devenu en fin de semaine le premier gars à atteindre le plateau des 10 points cette saison dans la Ligue américaine. Et il y a Scott Perunovich également qui joue comme défenseur avec Springfield qui va très bien lui aussi. Il a 10 points en 6 matchs. Perunovich qui connaît de bons moments en début de carrière dans la Ligue américaine. Le joueur de la semaine, c'est Andrew Potolowski des Wolves de Chicago qui a 14 points en 6 matchs depuis le début de la saison. C'est le premier compteur du circuit. La semaine dernière, 3 matchs à l'étranger avec les Wolves de Chicago. 4 buts, 5 passes pour 9 points en 3 matchs. Peut-être mentionner également, parler un petit peu des Lions de Trois-Rivières, entre parenthèses, qui ont gagné leur premier match vendredi dernier, 2-0. Ça se passait à Portland. Et dans cette victoire-là, Alexis Daou a marqué. Et pourquoi je vous en parle à ce moment-ci, c'est qu'Alexis Daou a été rappelé des Lions de Trois-Rivières, pas par le Rocket de Laval, mais par les sénateurs de Belleville qui ont décidé de lui accorder un essai. Donc, Alexis Daou devient le premier joueur de l'histoire des Lions de Trois-Rivières à être rappelé par une formation de la Ligue américaine. Également, je ne veux pas passer sous silence vendredi la première présence d'Elisabeth Manta comme arbitre dans un match de la Ligue américaine. Elle était du match de vendredi, le premier des deux contre Rochester, et elle a fait du très bon travail. Alors, la glace est brisée dans son cas. On sait qu'il y a 10 femmes qui ont été embauchées comme officielles dans la Ligue américaine cette année, arbitre ou juge de ligne. Elisabeth Manta est l'une d'elles. Elle est la sœur d'Anthony Manta et elle a fait ses débuts professionnels dans la Ligue américaine. Alors, coup de chapeau à Elisabeth Manta. Félicitations. On aura sûrement l'occasion de la revoir à quelques occasions, autant à Laval que peut-être aussi à Belleville et à Toronto. On sait que les officiels voyagent quand même sur des distances pas très éloignées, surtout en début de saison. C'est un peu la coutume, la façon de travailler là, dans la Ligue américaine. Pour conclure avec Trois-Rivières, on va recevoir les Royals de Reading pour 2 matchs au Colisée Vidéotron en fin de semaine à Trois-Rivières. Alors, pour les gens de la Mauricie, si ça vous tente d'aller faire un tour, il y a 2 matchs à la maison pour les Lions le week-end prochain. Je vous parlais de Michael Pezzetta. C'est vraiment une belle histoire depuis le début de la saison. On a vu ce qu'il avait fait pendant le camp d'entraînement, avait réussi à attirer l'attention un peu. C'est quand même un choix de 6e ronde du Canadien. Il était, comme on dit, sous le radar, mais là, il a accumulé des points depuis le début de la saison. Il est 2e dans la Ligue américaine avec une fiche de plus et moins de plus 7.
c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui va peut-être amener une certaine étincelle, une certaine bougie avec le Canadien, surtout qu'on s'attend à ce que Cédric Paquette soit suspendu. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette balado-diffusion, on a déjà eu la réponse à cet énoncé. Au moment où on enregistre, Paquette doit se présenter d'avoir une conférence là, avec les préfets de discipline de la Ligue nationale pour son geste à l'endroit de Trevor Zegras dans le match de dimanche à Anaheim. Donc, avec Paquette absent, avec le fait qu'on a retourné Caulfield, Mathieu Perreault qui est sur la liste des blessés également pour quelques semaines en raison d'une blessure à l'œil. Donc, c'était l'occasion de rappeler Michael Pezzetta. Alors, je vous présente cette entrevue, je vous la remets en contexte. On est dimanche après-midi. Pezzetta ne sait pas encore qu'il sera rappelé quelques heures plus tard par le Canadien. L'a probablement appris là, en fin de journée hier ou tôt ce matin. Donc, entretien avec ce sympathique attaquant du Rocket de Laval qui va vivre peut-être ses premiers pas dans la Ligue nationale demain ou du moins au cours des prochains jours. Donc, voici Michael Pezzetta. On traduit au fur et à mesure les réponses et je vais revenir à la toute fin. Michael Pezzetta du Rocket de Laval. First of all, Michael, thanks for being with us. Are you a bit surprised by the way things are going for you so far? I mean, the training camp with the Canadians was really good, and then your start of season, 3 goals, 3 helpers. It seems to click very well for you so far. Yeah, I think I'm getting an opportunity to play right now, and I think it's something I knew I could do my whole career, and it's what I've been working for every summer and making sure that I'm ready for. Is that when I get this opportunity, I'm going to be ready for it, and I think that's just paying off for me right now. Would you say it's a matter of confidence a little bit too? Oh, for sure. Like the whole game of hockey is all confidence, right? When your confidence is up, you feel good. You're not gripping your stick tight. So obviously, getting off to a good start, it helps with your confidence, and then getting the opportunity to be put in different situations again just helps your confidence more, and I think helps you build your game. Michael mentionne qu'il est heureux, là, le plus d'options pour jouer, plus de temps de glace depuis le début. La confiance y est pour beaucoup dans le hockey. C'est souvent une question de confiance et Michael, présentement, a la confiance. What is the big difference for you so far if you compare Joel to GF and the new staff? It was like a white page. Everybody was starting on a new sheet, and you had the chance to prove to the new staff that you can be just not like a fourth line guy, but of course you're still, I mean, the tough guy and stuff like that, but you can also bring some offense. Yeah, I mean, before I was just fit into a role, and I learned a lot with Joel, and he taught you how to play hockey the right way and taught you how to have great habits every day, and I think that's something that I carried into this year, and then obviously now I'm getting more of an opportunity to play, and yeah, I could show that I could do more than just maybe running around and hitting guys or playing that 5-6 minutes a night and that kind of hockey. So I'm just grateful for the opportunity right now. The style of coaching GF is completely different, I think, eh? Yeah, they're different coaches, but they're both very detail oriented, and they keep us both sharp. Just maybe their approach to things come from different angles, but I think it's something that it's good to have both of them, and you couldn't say one's better than the other. It's just different approaches to the same goal. Michael mentionne la différence entre Jean-François Houle et Joël Bouchard, deux entraîneurs un petit peu différents, mais qui se ressemblent aussi sur certaines affaires. On exige évidemment le travail et tout ça. Et pour ce qui est de son rôle, il apporte plus que maintenant juste un gars de caractère sur le troisième ou sur le quatrième trio, peut apporter de l'attaque aussi. When you were caught by the Canadians, did they told you something to work on, and did they told you that, you know what, if you keep playing that way, maybe we're going to have a chance for you this season? Is it something that was discussed? They just set me down and they said, look, like I had a good camp, obviously, go down and try to carry that momentum into the season and play the same style of game. Like not to just come down and then, I mean, maybe get complacent or something like that. Like come down, you have to bring that style of game that you played up here, there, and just develop that style of game. And then hopefully, if there's a time when they need to call up, I'll be ready for that chance. The fact that you've played the exhibition games was different too this season. Eh? It's something that you were looking for. Yeah, I've been
since I got drafted, I guess, to hopefully get in an exhibition game. So that was pretty awesome. And then to score against Toronto too, and my family was there, and my cousins and my girlfriend, and it was just pretty cool. And yeah, I couldn't have wrote that one better. Alors, Michael mentionne, évidemment, il a eu la chance de jouer des matchs hors concours cette année, a marqué 2 buts contre les Maple Leafs de Toronto devant sa famille. Ça a été incroyable. C'est quelque chose qu'il avait hâte de vivre et il a vraiment apprécié ce moment. Michael, if we talk about the start of the season with the Rockets so far, would you say it's okay? It could have been better? I mean, you got 4 wins, 3 losses. Yeah, that tough loss on Saturday against Rochester in OT. Would you say it's a fair, decent start of season for the team, or? I think we're off to a good start. Like I was saying, this weekend we wanted to get a couple more points out of the weekend, and obviously that was a tough loss last game. But I think we're kind of setting ourselves up. Guys are getting used to playing with each other. We have some things that we need to work on, but I think we're getting a good understanding of the new systems, the new coaches, and everyone's starting to like mesh together. So I think. We have a deep lineup. We have a lot of good players, and I think we can make a splash this season. There's a lot of new players too this season. There's a lot of guys coming from a bit of everywhere, so it takes time to melt together. Yeah, like anytime you have a new group, definitely takes some time to just get used to playing with guys, and all these guys are coming in from different systems and different coaches, so it's going to take some time for everyone to kind of realize how people play, but I think that's starting now, and you're starting to get some chemistry with your line mates, and I think it's good. Michael mentionne que la chimie commence à prendre avec les nouveaux joueurs. Ça prend un certain temps. Pour ce qui est du dernier week-end, oui, c'est correct. Comme début de saison, on aurait aimé chercher peut-être 1 ou 2 points de plus contre Rochester, mais quand même, ça s'en va dans la bonne direction. Michael, you were like a sixth-round pick. It's not a lot. There's not a lot of sixth-round pick that have like success at the other level. When you were playing junior and you saw that happen when the Canadians drafted you, did you fix yourself at that time? It's going to take 2 years, 3 years maybe to get there, or are you on your path that you thought when you finished your junior career? Yeah, when I finished junior and I turned pro, I remember one of the first things that I'd spoken to Joel about was that for a player like myself, it's going to be a process. It's not coming in and you're going to boom, jump into the NHL next week. Like, it's like build your game, like learn the little things, do things properly. And I think he did a great job of helping me like realize that it's going to be a process. And obviously it's tough sometimes because you just want to go from point A to point B. But I needed to develop my game the right way. And I think I've been doing that. And then obviously throughout the summers and training gives you more time to build your game. And I think, yeah, it's always in my head been like 2, 3, 4 year project where it's like, I'm going to build my game. And I think now it's showing. One of the reasons of that question, of course, is what happened last season. I mean, you haven't played much. There was that COVID season, only played 20 or 22 games. Everybody was doing rotations and stuff like that. Would you say it delayed a little bit the development of a player like you, or a couple of your teammates too? It was definitely a weird season. At the end of the day, we're just lucky that we even got to play. But I guess, yeah, like it definitely hurts your development a little bit. Like you only played 20 games as opposed to a full 70-game season. For some of the younger guys, like even it was tough to get in the lineup, or they were coming in and out, and maybe that's not the year you wanted to have as your first year. Now you're going into your second year, almost like it's your first year kind of thing. So it might have hindered the development a little bit, but we did a good job as a group, and the team obviously did extremely well. So it was a fun year to play, and I think I had a good year last season, and yeah, I think it helps still. La saison dernière, évidemment, a été difficile en raison de la COVID. Les joueurs ne jouaient pas beaucoup. Il dit que ça a peut-être retardé un peu notre développement, mais il reste que c'est ce qu'on a dû vivre. Et pour ce qui est de son développement personnel, je lui demandais la question précédente. Quand il est arrivé, Joël Bouchard lui a dit on doit évidemment y aller étape par étape, apprendre à être un bon joueur de hockey. Ça ne se fera pas en criant ciseaux, ça va être un processus. Et Michael trouve que justement, il est bien dans ce processus-là. Well, Mike, we're gonna let you go.
go. You're going back on the road next weekend. It's always tough. American Hockey League plays like 2 games or 3 games really, really quick. But every time you go on the road, what you expect, like a 500 weekend or something like that? Or? Yeah, I think you always want to be above 500. That's kind of that magic number there. So, but you're going on the road. You're trying to win both games, right? You want to come back with 4 points, and I think that's the mindset going in every weekend. And then you see where you end up. But definitely the mindset is to go this weekend and take 4 points. Are you looking at what's going on with the Canadians right now? It's not easy start. Yeah, I follow along. I watch all the games that I can, unless we're playing. They got a good group of guys, and they'll once they start gelling, things will trend upward for them. You know that sometimes your name is coming in the media regarding bring an energy guy to shake the place a little bit. So is it fun to hear your name sometimes? Yeah, it's definitely a change. It's nice to hear people talking about you, and for me, it's just kind of keeping that in the back burner, let's say, and just focusing on my game and focusing on doing the right things so that I can be a legitimate call-up option if they deem necessary. So I'm just trying to stay sharp and stay ready that if I get that call, I'm ready for it. Good luck, Mike, and thank you again for the interview, and congratulations for the nice start of season you had so far. Thank you, and thanks for having me. Thank you, Michael. Bye-bye. Alors, c'était peut-être une prémonition. On a réalisé cette entrevue-là là, vers, comme je le disais, 13h, 13h15 dimanche. À la fin de l'entrevue, là, je traduis les dernières réponses. Je lui mentionne que son nom est quelquefois mentionné dans les possibilités de rappel pour le Canadien. Question d'aller brasser la cage un petit peu, amener de l'énergie. Ah, il dit, ben, si jamais ça se produit, je vais être prêt. Je suis content de voir que mon nom est mentionné. Puis, je vais sûrement profiter de l'occasion lorsque ce sera le cas. Il disait qu'il suivait les matchs du Canadien un peu à distance quand il avait la chance de les voir. Mais là, Michael, non seulement tu vas les voir les matchs, mais tu vas y prendre part. Parce que, je le rappelle, il a été rappelé par le Canadien. Alors, c'est quand même une belle histoire là, en ce début de saison du côté du Rocket de Laval. Michael Pezzetta qui fait le saut avec le Rocket. Je pense que si on s'était tous assis, là, les observateurs de la scène du hockey là, qui couvrent le Canadien, le Rocket et tout ça, et qu'on avait fait un petit pool amical en début de saison pour dire qui sera le premier joueur rappelé par le Canadien pour prendre le métro et s'en aller de Laval à Montréal. Je ne suis pas certain qu'il y en a qui auraient choisi Michael Pezzetta. Je vous dis ça avant le camp d'entraînement. C'est sûr qu'au camp d'entraînement, il a laissé sa carte de visite, comme on le mentionnait dans l'entrevue. Alors là, ben, comme je lui disais à la toute fin, félicitations pour ton début de saison. Bonne chance si jamais tu as un rappel. Ben, ce rappel est arrivé. Alors, lorsque je vais recroiser Michael Pezzetta, ça me fait plaisir de lui dire que la journée où on a fait cette entrevue-là, qu'on l'a dérangé un peu dans sa journée de congé, parce que, faut-il le rappeler, le Rocket était en congé hier, il a été rappelé dans la Ligue nationale. Je ne prendrai pas le crédit, évidemment. J'ai rien à voir là-dedans. Donc, voilà pour le Rocket de Laval cette semaine. Ça fait un peu le tour là, de ce qui s'est passé. On va parler de la Ligue de hockey junior major du Québec. Évidemment, le gros événement de la semaine dernière, ça s'est passé jeudi soir à Québec, alors qu'on a retiré le chandail numéro 4 de Guy Lafleur à la grandeur des équipes de la LHJMQ. Il n'y a plus jamais un joueur dans la LHJMQ qui va porter le numéro 4. D'ailleurs, cette année, il y a 8 joueurs qui étaient de retour de l'an dernier, qui portaient le numéro 4 l'an dernier, qui ont dû changer de numéro cette année. Alors, certains sont allés pour le 44, d'autres sont allés pour le 40, d'autres ont conservé un 4, ont pris soit le 14, le 24. La plupart ont gardé un 4 quelque part. Mais il n'y a plus de numéro 4 dans la LHJMQ en circulation. Il y a 2 ans, lorsque l'Océanique de Rimouski avait retiré le 87 aussi à Rimouski, le commissaire Courteau avait à l'époque annoncé que le 87 était aussi retiré à la grandeur de la Ligue. Donc, Guy Lafleur et son numéro 4, ça devient le 2e numéro qu'on ne portera plus dans la LHJMQ. Évidemment, il n'y a pas personne d'autre qui portait le 87 là, depuis le passage de Sidney Crosby à Rimouski. Alors, il n'y a plus de 87, il n'y a plus de numéro 4. Et je vous le dis, très bientôt, il n'y aura plus de 66 non plus, même si personne ou à peu près n'en porte présentement. Peut-être Zachary Lheureux, je pense à Halifax, là, qui a le 66. Mais sinon, ça va se faire éventuellement aussi du côté de Mario Lemieux. C'est une question de temps, évidemment, avec la COVID et toutes les choses. On a eu de la difficulté là,
à pouvoir organiser tout ça, mais je suis convaincu que plus tôt que tard, on aura cette nouvelle-là du côté de la LHMQ. Alors, j'ai assisté à cette soirée-là avec Guy Lafleur. C'était vraiment un moment magique. Ovation de 4 minutes 30 secondes lorsqu'on l'a présenté. On serait peut-être encore en train de l'applaudir là, si le maître de cérémonie, Maxime Blouin, n'avait pas enchaîné, comme on dit. On a eu droit à des bons témoignages. Patrick Roy, Régis Labombe, André Savard, au nom de ses anciens coéquipiers. Il y en avait une dizaine de l'édition championne des Remparts de 1971 qui étaient là. Gilles Courteau, évidemment, s'est adressé. Le premier ministre François Legault via l'écran géant. Ça a été un beau moment. Les Cataractes ont toutefois gagné le match. Les Cataractes ont stoppé à 9 la série de victoires des Remparts. C'est un duel entre deux des bonnes équipes de la Ligue. Et parlant des Cataractes, la nouvelle qui les frappe, là, c'est survenu le lendemain de ce match-là à Boisbriand, alors qu'en toute fin de troisième période, sur un jeu banal, je regardais justement la séquence là, avant de débuter l'émission. Maverick Bourque qui essaie d'aller donner une mise en échec dans le coin de la patinoire. Et son épaule reste coincée. Là, c'est difficile de voir exactement sur la séquence, mais son épaule semble rester coincée là, entre le joueur et la rampe. Et les premiers pronostics ne sont pas très bons. Là, on parle de peut-être une absence de 2 mois dans le cas du premier choix des Stars de Dallas. C'est vraiment dommage parce que les Cataractes vont très bien par le temps qui court. Les Cataractes qui ont gagné leurs 7 derniers matchs. Ils ont gagné ce match-là à Boisbriand vendredi. Ils ont également vaincu l'Armada samedi à Shawinigan. Alors, on va suivre ça de près, mais j'avais rencontré Maverick Bourque. Je voulais vous présenter cette entrevue où on discutait, entre autres, de la possibilité de le voir avec l'équipe Canada Junior. Évidemment, c'était son gros but cette année, lui qui avait été retranché au camp l'an dernier. Mais là, ça va être probablement difficile pour lui d'être en mesure de se faire justice si les premiers pronostics de cette blessure sont ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire une absence de 2 mois. Ça nous remettrait Maverick Bourque avec les Cataractes au début du mois de janvier. À Saint-John, au Nouveau-Brunswick, grosse nouvelle aussi en fin de semaine, le retour de l'attaquant de 20 ans Ryan Francis, qui avait commencé la saison avec le Heat de Stockton dans la Ligue américaine, club école des Flames de Calgary. Francis était le 3e joueur de 20 ans qu'on attendait à Saint-John depuis le début de la saison. Alors, il est de retour. Il a d'ailleurs marqué dans une victoire de 4-3 hier face aux Mooseheads de Halifax. Parlant de Saint-John, William Dufour, qu'on avait en entrevue la semaine dernière, est devenu vendredi soir le premier joueur dans la LHJMQ à atteindre le plateau des 10 buts. Il a été rejoint depuis par Olivier Nadeau, notamment, qui a connu un match phénoménal. Olivier Nadeau et Xavier Bourgault, là, des Cataractes de Shawinigan, samedi contre l'Armada, en l'absence de Maverick Bourque. Nadeau, 4 buts, 3 passes. Bourgault, 1 but, 4 passes. D'ailleurs, parlant de Xavier Bourgault, il a été choisi le joueur de la semaine dans la LHJMQ avec 10 points en 3 matchs. Donc, ça a été toute une fin de semaine là, pour ces deux bonhommes-là, Nadeau et Bourgault, et les Cataractes qui sont sur une belle lancée. On va voir si l'absence de Bourque va se faire ressentir. Chose certaine, là, ils sont nez à nez là, avec les meilleures équipes au sommet du classement général. Si on fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé chez les autres équipes, l'Armada qui a subi encore une fois 2 revers, ça va vraiment moins bien pour l'Armada. On va en discuter dans quelques instants avec le défenseur Miguel Tourigny, qui, lui, fonctionne à plein régime avec l'Armada. Les Olympiques ont réussi un bon voyage dans les Maritimes, sont allés chercher 2 victoires sur 3, donc 4 points sur une possibilité de 6. On a gagné à Halifax et au Cap-Breton après une défaite à Charlottetown. Les Tigres de Victoriaville ont réussi à gagner des matchs contre Bécomo et Chicoutimi, mais ont subi une défaite à la maison hier contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Tigres qui peinent toujours à marquer des buts. Là, ça va être le gros problème, j'ai l'impression, d'ici la fin de la saison. Les Remparts, leur séquence a été stoppée jeudi par Shawinigan. On a également subi une défaite samedi à Sherbrooke. Donc, 2 défaites de suite pour les Remparts. L'Océanique est allé chercher 3 points sur 6 en Abitibi, donc c'est plus que raisonnable comme voyage. Et il y a le Drakkar de Bécomo qui a finalement signé une première victoire en temps réglementaire cette saison contre le Titan d'Acadie Batters, qui, lui, le Titan, a connu un voyage désastreux. 3 revers en 3 matchs contre Québec, Bécomo et Chicoutimi. Je regardais les déboires du Titan ont débuté avec la blessure de Bennett McCarter qui est survenue lors du 5e match de la saison au Cap-Breton. McCarter, un joueur de 20 ans, c'est un élément extrêmement important pour le Titan d'Acadie Batters. Et il y a le Cap-Breton qui a subi 2 autres défaites
n'a que 3 victoires en 13 matchs depuis le début de la saison. Un seul gain à domicile en 7 matchs pour le Cap-Breton. Le Phoenix de Sherbrooke, j'ai assisté au match vendredi soir contre Drummondville à Sherbrooke. Ça va super bien pour le Phoenix. Une 8e victoire en 9 matchs. On découvre de plus en plus ce gardien originaire du Bélarus, Ivan Jigalov. Il a 6 victoires depuis son arrivée avec le Phoenix. 6 victoires en 7 matchs. Il a été spectaculaire en quelques occasions contre Drummondville vendredi soir. Je pense que c'est un gardien sur lequel le Phoenix peut s'appuyer pour cette année et la saison prochaine. Un bonhomme qui va sûrement bien remplacer Samuel Lavaille, qui a connu 2 bonnes saisons, avec surtout une excellente avec le Phoenix de Sherbrooke. L'an dernier, ça a été plus difficile, l'équipe qui repartait la roue. Je vous parlais de Miguel Tourigny. Ce défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui a participé au camp d'évaluation d'équipe Canada Junior cet été et qui se veut un candidat en liste pour peut-être faire partie de l'aventure d'équipe Canada Junior au cours de la période des fêtes. Il est le meilleur marqueur de la Ligue chez les défenseurs, fait partie du top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Ça n'arrive pas tellement souvent qu'un défenseur réussit à se maintenir toute une saison dans le top 10. On verra ce que Tourigny va faire. Ce matin, j'ai fait un brin de jasette avec ce défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Défenseur Miguel Tourigny de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Miguel, drôle de début de saison pour l'Armada. 6 victoires de suite, tout semblait bien fonctionner. Puis là, 6 défaites au cours des 7 derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas moi non plus. C'est sûr qu'on a bien commencé la saison, tout allait bien. Là, on a commencé à perdre. C'est sûr que quand on regarde ça sur l'affiche, c'est sûr que c'est 6 victoires de suite, 4 défaites de suite. Mais quand on recule un peu, on voit que dans les 10 premiers matchs, on a 6 victoires. Fait que c'est pas si pire. Mais c'est sûr qu'on a des choses à travailler. Puis on les a mis en place. On commence à travailler beaucoup dans des pratiques sur certains aspects de notre jeu. Fait que on essaie de trouver des solutions pour remédier à ça. Défensivement, c'est plus difficile. Est-ce que je me trompe ou le match de Rimouski 10-2 a laissé des séquelles un petit peu? Là? Ben, c'est sûr que c'est pas le fun. On n'aime pas tout ça, ce que fait perdre 10-2, mais on essaie de c'est juste un match. Je veux pas, au final, c'est pas un match de championnat, c'est un match de saison. Fait qu'on essaie de mettre ça derrière nous le plus rapidement possible, mais c'est sûr que je veux pas. Tu y penses un peu, mais on essaie de revenir à nos bonnes habitudes qu'on avait en début de saison pour revenir au chemin de la victoire. Je regarde votre section, c'est extrêmement serré, les 4 équipes, là, il y a un point d'écart, puis tout ça. J'ai l'impression que ça risque d'être comme ça pas mal toute la saison, puis une série de victoires ou une série de défaites peut faire en sorte que le classement bouge beaucoup. Oui, ça c'est sûr. Je regarde, je paie pas beaucoup attention au classement en ce moment. C'est sûr qu'on est en début de saison. Fait que, je regarde pas vraiment ça. C'est sûr que je vais regarder plus ça vers la fin de la saison. Là, en ce moment, on est en début de saison. On essaie de peaufiner les aspects de jeu qu'on a de l'équipe. Fait que c'est sûr que ça va être serré. On a une bonne division, mais on espère gagner la division. Bon, toi, personnellement, si on parle de ton début de saison, j'imagine que c'est satisfaisant là, de se retrouver dans les 10 premiers marqueurs de la Ligue pour un défenseur, surtout, là, aller chercher des points, ça fait partie de ton ADN dans ton jeu. Là. Ben, c'est sûr que je suis content, mais je veux pas. Je pense aussi aux victoires de l'équipe. Je suis content de mes performances, mais je suis pas content comment qu'on joue l'équipe. C'est sûr que j'aime mieux gagner que mes propres points personnels. Là. Il y a toujours des choses à prouver. On dit toujours défenseur, mais petit gabarit, pas été repêché, puis tout ça. Ça vient-tu un peu fatigant à la longue? Là? Oui, puis non, depuis que je suis tout jeune, je me fais dire que je suis un trop petit et tout ça. Fait que, je suis rendu habitué. Ça me donne juste plus de confiance, on dirait, parce que je me dis, les autres, ils ne croient pas en moi. Moi, j'ai beaucoup de confiance en moi. Fait que, ça fait juste leur prouver que la grandeur, la grosseur, ça ne fait pas le joueur. Fait que, non, je prends plus ça en mise de confiance pour moi, puis j'essaie de leur prouver qu'ils ont tort. Là. Nous sommes en conversation avec Miguel Tourigny de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Tu as participé cet été, Miguel, au camp d'équipe Canada Junior. J'imagine que c'est quelque chose que tu as en arrière de la tête. Mais est-ce que je me trompe ou je dis que tu fais partie des négligés là, pour faire partie de cette équipe-là? Comment tu vois ça? Ben, je me dis que j'ai ma place. Si j'étais au camp pendant l'été, je pense que j'ai ma place pour le prochain camp aussi. Mais c'est sûr que je veux pas, je suis pas un gars drafté. Les gars qui d'habitude qui vont là, c'est des gars draftés première ronde, deuxième ronde, c'est des gars qui ont des contrats de la Ligue nationale. Mais je me dis que si j'ai été invité, c'est pas pour rien. Fait que
je me donne mes chances de mon bord aussi. Donc, encore plus important, le bon début de saison du côté personnel, même si pour l'équipe, ça va moins bien présentement. Hein. C'est sûr, mais quand que l'équipe gagne, tout le monde paraît mieux. Fait que si l'équipe recommence à gagner, ben tout le monde va paraître mieux, dont moi. Fait que j'essaie juste de mettre l'équipe sur le chemin de la victoire. Tu as eu la chance de participer à un camp professionnel. Comment ça s'est passé? Veux pas au début, j'étais comme impressionné, tu sais, veux pas au camp des recrues. Mais le plus impressionnant, c'est quand je suis rentré dans le vrai camp, tu vois Ryan Getzlaf, John Gibson rentrer dans la chambre, t'es comme wow, là, tu prends un petit step back, tu te dis je suis vraiment là, tu sais. Mais non, sincèrement, j'étais vraiment content, j'ai pris de la maturité, j'ai vu qu'est-ce que les gars du pro faisaient, que les gars juniors font pas. Fait que j'essaie juste d'amener ça dans ma game ici, puis dans mon entourage, mettons, le off-ice aussi pour m'améliorer. Moi, je suis de ceux qui disent, puis je ne suis pas le seul, que le step est beaucoup plus grand entre la Ligue junior et la Ligue américaine, exemple, qu'entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Toi qui es allé là-bas, tu as côtoyé des gars de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, tu sens-tu que l'écart est grand pour ton jeu? Là? Oui, puis non, tu sais, je veux dire, on dirait que les gars de la Ligue américaine, c'est plus des gars qui jouent avec grit, avec grind. Tu sais, la Ligue nationale, c'est plus comme posé, tranquille. Tu sais, oui, il y a des gars qui travaillent vraiment fort, les gars travaillent vraiment fort, mais c'est plus tranquille. Tu sais, c'est comme plus comme un peu junior, mais la Ligue américaine, c'est plus du monde qui battle tout le temps. Genre, c'est différent, mais je peux pas vraiment comparer parce que j'ai pas vraiment été dans la Ligue américaine encore à 100%. Fait que c'est sûr que je peux pas vraiment comparer ça là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on t'a dit à Anaheim quand on t'a retourné? Que j'avais beaucoup impressionné, que j'avais vraiment bien fait, mais que je devais peaufiner mon jeu défensif parce que je veux pas, je suis un défenseur à la base. Fait que, tu sais, quand je suis revenu ici, j'en ai parlé beaucoup avec Bruce. On a eu un bon discussion avec Bruce puis Bergie. Puis on s'est dit en début de saison, toute la saison, on allait travailler beaucoup sur mon jeu défensif. Puis en ce moment, je pense que depuis une couple de games, je commence à m'améliorer tranquillement sur mon jeu défensif. Fait que c'est sûr que j'essaie de continuer mon jeu offensif, le peaufiner encore, mais beaucoup d'améliorer mon jeu défensif en ce moment. Il faut que je te parle des 2 matchs contre ton frère. Comment tu as vécu ça, ces matchs-là? Je sais qu'il y en a un qui t'a compté 3 buts. Là. Je ne sais pas si tu voulais prouver encore c'était qui le meilleur dans la famille. Là, mais... Pour vrai, j'ai juste profité à 100%. Tu sais, quand j'ai embarqué sur la glace, tu sais, avant le warm-up, je veux dire, j'ai vu dans l'activation, j'allais voir mon frère, j'étais super content de le voir. Tu sais, je pensais jamais le voir avant un match de même. Puis rendu sur la glace, on dirait que j'ai tout le temps eu le sourire dans le visage parce que j'essayais juste de profiter au maximum de la chance que je pouvais avoir parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer contre son frère. Fait que c'est sûr que j'étais vraiment content, vraiment excité. Mais c'est ça. L'important, c'est de vouloir gagner, mais on a perdu les 2 matchs. Mais à Noël, on va pouvoir se taquiner un peu là, pour se niaiser un peu. Parce qu'avec la différence d'âge que vous avez jamais joué ensemble, c'est ça? Hein? Non, jamais. On a 3 ans de différence, fait qu'on n'a jamais plus la chance de jouer ensemble. Il a marqué son premier but dans un match où il va s'en rappeler toute sa vie, j'ai l'impression. Hein? Ah ouais, j'ai regardé le match en plus en direct, puis j'étais vraiment content pour lui. Tu sais, je pense que ça va lui mettre beaucoup de pression de moi sur ses épaules, mais j'étais vraiment content pour lui. Est-ce que je peux m'aventurer à te poser la question qui est le meilleur d'un deux? Je sais pas, parce on est quand même 2 défenseurs qui se ressemblent, mais 2 défenseurs totalement différents en même temps, parce que lui est plus tranquille, plus intelligent. Moi, je suis plus quelqu'un qui fonce tout de suite, qui a plus de grit. Mais non, les deux, on est 2 défenseurs offensifs, mais je pense que âge pour âge, je sais pas, faudrait demander à nos parents, là. Ouais, ton frère a la chance, un petit peu plus grand que toi aussi, je pense, hein, en ce moment déjà. Hein? Ouais, beaucoup plus grand que moi, pour quand Ouais. même. Ben, écoute, merci beaucoup, Miguel, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. C'est très apprécié. Bonne chance pour l'équipe Canada Junior. Bonne continuité. Puis on aura sûrement l'occasion de se reparler en saison. Merci beaucoup. Parfait, merci, Stéphane. Tourigny, défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, extrêmement sympathique, avec qui on a fait un brin de jasette un petit peu plus tôt ce matin. J'ai mis en ligne, comme on va essayer de le faire à chaque premier du mois d'ici la fin de la saison, notre fameux état des forces, ou si vous préférez le Power Ranking, comme on dit en anglais, où on essaie de classer les équipes de la LHJMQ de 1 à 18, en fonction évidemment des performances qu'on a eues jusqu'ici, mais aussi en regardant d'une façon générale l'alignement de l'équipe. Il y a des fois des équipes qui connaissent des bons débuts, mais tu t'attends à ce que ça baisse un petit peu. D'autres formations qui ont peut-être
un difficile début de saison et tu t'attends un petit peu plus. Alors, j'ai classé les équipes de 1 à 18. Je vais vous donner ici les équipes de 1 à 6. Alors, j'ai laissé les Remparts au premier rang malgré les 2 défaites en fin de semaine. C'était Québec ou Shawinigan. Québec est premier en attaque, premier en défensive, a joué du gros hockey depuis le début. Alors, Québec numéro 1, mais ça peut changer évidemment de mois en mois, de semaine en semaine. Shawinigan au deuxième rang avec cette séquence de 7 victoires. Les Islanders de Charlottetown au troisième rang. Le Phoenix de Sherbrooke, qui représente pour moi une des belles surprises depuis le début de la saison, au quatrième rang. Le Titan Acadie Batters au cinquième, qui est sur la pente douce un petit peu. Le retour de Bennett McCarter, comme je le mentionnais tantôt, va sûrement faire du bien. Et au sixième rang, une autre belle surprise aussi en ce début de saison, l'Océanique de Rimouski. Parlant tantôt des Islanders de Charlottetown, ils seront de passage pour un premier voyage au Québec. D'ailleurs, les équipes des Maritimes, il y en a quelques-unes qui vont être en sol québécois cette semaine. Et dans le cas des Islanders de Charlottetown, mercredi soir, c'est le retour de Xavier Simoneau des Islanders à Drummondville face à son ancienne équipe, lui qui a joué là, évidemment, qui a été le capitaine et l'âme des Voltigeurs au cours des dernières saisons. Alors, j'imagine que les partisans du centre du Québec auront l'occasion de saluer Xavier Simoneau à son retour mercredi. Je vais essayer d'aller faire un petit tour à ce match-là mercredi, Charlottetown contre Drummondville. Peut-être faire le tour rapidement de ce qui s'est passé un petit peu dans l'Ouest. Le Ice de Winnipeg a finalement subi une première défaite, mais on parle quand même d'un début de saison assez exceptionnel. 12 victoires, une défaite en 13 matchs et 8 des 11 premiers marqueurs de la Ligue sont des porte-couleurs des Ice de Winnipeg. Tous des joueurs, les 8 en question, là, je ne vous les nommerai pas, qui ont tous plus qu'un point par match depuis le début. Alors, c'est assez exceptionnel là, ce qui se passe avec le Ice de Winnipeg présentement. En Ontario, les Knights de London sont toujours invaincus. 8 victoires et aucun revers depuis le début de la présente saison. Je veux vous parler de 2 dossiers avant de terminer l'émission. J'ai fait le tour, là, maintenant que la saison est bien en marche, des joueurs qui sont d'âge junior de moins de 20 ans et qui sont toujours avec leur formation de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine. Et pour la raison pour laquelle je fais ça, bien évidemment, dans 2 mois, c'est le championnat mondial de hockey junior. Alors, il y a présentement 24 joueurs, c'est une équipe, c'est au complet, là, 24 joueurs d'âge junior, moins de 20 ans, qui sont soit dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine. Bon, dans la Ligue nationale, on en a 10, dont 7 Canadiens. Alors, combien de ces 7-là seront libérés pour Équipe Canada junior? C'est une fichue de bonne question. On parle de Cole Sillinger à Columbus, Mason McTavish à Anaheim, Quinton Byfield qui est sur la liste des blessés à Los Angeles, Jamie Drysdale à Anaheim. Lui, je pense qu'on peut en faire un deuil du côté de Hockey Canada. On l'a vu contre les Canadiens hier. Il joue régulièrement. Jake Neighbors avec Saint-Louis, Hendrix Lapierre avec les Capitals de Washington et Seth Jarvis avec les Hurricanes de Caroline qui a joué son premier match hier. Il n'avait pas joué encore depuis le début de la saison. Alors, ces 7-là sont admissibles à jouer pour le Canada au Mondial junior, mais présentement, ils sont dans la Ligue nationale. Ce n'est pas terminé. Il y a évidemment l'Allemand Tim Stützle avec les Sénateurs d'Ottawa. Et il y a 2 Suédois également, William Eklund avec les Sharks de San Jose et Lucas Raymond avec les Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui sont de passage au Centre Bell cette semaine. Donc, 10 joueurs dans la Ligue nationale qui vont peut-être ou pas être prêtés à leur pays respectif. Quand on regarde dans la Ligue américaine, cette année, il y en a quelques-uns aussi des joueurs de moins de 20 ans qui sont là. Il y a 4 Canadiens notamment et c'est 4 joueurs qui appartiennent à la Ligue de l'Ontario. Je vous en parlais un peu tantôt. Des joueurs qui pourraient aussi être prêtés à Équipe Canada Junior. Il y en a 2 à Lehigh Valley avec Yann Laperrière comme entraîneur-chef, soit Zayd Wisdom et Tyson Forster. Il y en a un au Colorado, Jean-Luc Foudy, qui est le frère de Liam Foudy, qu'on a vu avec Équipe Canada il y a quelques années. Et il y a Cole Perfetti qui vient d'être cédé par les Jets de Winnipeg aux Moose du Manitoba. Donc, en principe, ces 4-là aussi pourraient retrouver Équipe Canada Junior. Les autres joueurs de moins de 20 ans qui sont dans la Ligue américaine présentement proviennent de plusieurs pays différents. Il y a 2 Allemands, Lucas Reichel avec Rockford et Jason John Peterka avec Rochester, qu'on a vu justement en fin de semaine. Ces 2-là sont admissibles à retourner avec l'Allemagne au Mondial junior cette année. Il y a le Bélarusse Danila Klimovic qui appartient au Husky de Rouyn-Noranda, qui est toujours avec les Canucks d'Abbotsford. Qui joue également à l'âge de 18 ans. Lui, dans son cas, il n'a même pas 19, il a 18. Il y a 2 Finlandais, Samu Tuomala avec les High Valley et Robbie Järventie avec les Sénateurs de Belleville. Il y a un Russe, Yann Kuznetsov avec le Heat de Stockton. Kuznetsov, dont les droits juniors appartiennent aux Sea Dogs de Saint John. Je ne sais pas si éventuellement on va le voir retentir à Saint John. Il y a les Suédois Alexander Holz avec Utica et Helge Grans avec Ontario. Il y a le Tchèque
Michael Krutil avec les High Sox de Rockford et l'Américain, je le mets en guillemets, Jacob Perreault avec les Gulls de San Diego parce que Perreault a décidé de regarder l'option de jouer pour les États-Unis au Mondial Junior. 24 joueurs, 4 qui ont seulement 18 ans. Sellinger et McTavish dans la Ligue nationale et Klimovic et Tuomala dans la Ligue américaine. Alors, ces bonhommes-là, ce sera des noms à surveiller pour le Mondial Junior. Un petit mot en terminant également sur les assistances dans la Ligue junior majeure du Québec avec le premier mois qui s'est terminé. C'est certain qu'on note une baisse de plus de 20 au niveau des spectateurs. J'espère que ce sera en mesure là, de se replacer au fil des prochaines semaines. La COVID a fait mal, c'est le retour évidemment, là, mais si je compare les chiffres de cette année après 109 matchs disputés versus les chiffres d'il y a 2 ans, là, lors de la saison 2019-2020, on parle d'une baisse de 22 %. C'est une baisse évidemment qui fait mal. Pas paniquer encore en début de saison, mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on va suivre au fur et à mesure des semaines. Vous dire en terminant la semaine du Rocket, le Rocket qui est sur la route, comme je disais, en fin de semaine prochaine, avec Cole Caulfield à Syracuse et à Utica. Et le prochain rendez-vous pour le hockey du Rocket sur les ondes RDS, c'est mercredi, le 10 novembre prochain, les Sénateurs de Belleville qui seront de passage à la Place Belle. Alors voilà, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je remercie mes invités, Michael Pezzetta du Rocket de Laval, maintenant du Canadien de Montréal, Miguel Tourigny de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Merci à François Perreault à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, Stéphane Leroux qui vous dit à la prochaine. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Sur la glace. Salut tout le monde.